Oui, voilà, Richard Guérino, dessinateur. Alain Hérol, scénariste. Et, De Capet de Croc, Les Indes Fourbes. Dessinateur du Chant des Striges, la longue série du Chant des Striges, et aussi d'albums solo comme Charlie Neuf, Henriquet, ou aussi des adaptations de Jean de Tellet. Et Richard est dessinateur, mais aussi à l'occasion scénariste. Et Alain est un scénariste qui sait dessiner. Voilà, donc on se complète bien. Alors moi c'était, oui, je peux le dire, c'est qu'en fait au départ moi je cherchais un dessinateur, j'avais l'histoire de l'ombre des lumières, et il me fallait un dessinateur un peu particulier, savoir qui corresponde à ce projet qui est un petit peu protéiforme, à savoir que c'est un récit historique, c'est aussi un drame par moment, c'est aussi un récit d'aventure, de divertissement, mais c'est aussi une comédie. Et donc tous ces registres demandaient des talents différents et multiples que n'ont pas tous les dessinateurs et que Richard possède tous excellemment. Et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers lui. Et moi j'ai trouvé ce projet intéressant justement parce que on peut faire une espèce de grand écart entre du réalisme à l'ancienne et de la caricature parfois. Donc c'est ça qui m'amuse moi dans ce genre de bande dessinée. Alors, en fait ce qui m'excite dans ce métier encore aujourd'hui, c'est justement de pouvoir d'un projet à l'autre changer radicalement d'univers, d'époque, et c'est ça que je recherche. Et quand Alain m'a proposé ce projet-là, j'ai sauté sur l'occasion, d'abord parce que je connaissais le travail d'Alain et que je savais que ça allait être bien. et puis quand il m'en a parlé, il me l'a pitché de la manière suivante. Il m'a dit c'est un mélange des Liaisons dangereuses avec le dernier des Mohicans. Alors là, ça m'a emballé. Et du coup, je me prépare. Alors je me prépare. La préparation, elle se fait un peu en cours de route. C'est-à-dire que c'est quand on commence à travailler vraiment, à discuter sur le projet, que je commence moi à me nourrir de films, de livres sur l'époque. Et puis voilà, ça se fait petit à petit comme ça. Eh bien, d'abord, il a fallu découper au niveau du texte. Ce qui est de particulier dans cette histoire, c'est comme c'est un récit épistolaire, et tous les textes off, tous les cartouches de narratifs sont des lettres. Et ils sont assez nombreux, et ils alternent avec les dialogues. Et ça, c'était une difficulté pour faire parler justement les personnages de manière fluide. Donc déjà, il y a un premier travail au niveau de l'écriture elle-même, de manière à alterner, à veiller à une bonne alternance des récitatifs et des dialogues, à veiller aussi que ces dialogues, qui sont quand même dans un français assez châtié et assez empoulé, qui ressemble au français du XVIIIe siècle, à faire attention à ce que ce ne soit pas des pavés indigestes, donc essayer de le découper sous forme après une longue tirade, d'avoir quelques échanges brefs qui donnent de la vie. Tout ça, déjà, on le découpait sous la forme de retour à la ligne qui correspondent à des bulles différentes. Et après, Richard lui aussi doit gérer ça sur le dessin et arriver à intégrer tout ce foisonnement de mots, arriver à l'intégrer de manière digeste et fluide dans le dessin, et sans que ça nuise à l'esthétique. Plus le problème de la typographie, on voulait une typo pseudo-manuscrite pour ces lettres, mais évidemment en numérique, et ça a été assez compliqué de trouver la bonne typographie, qu'elle soit lisible et qu'elle prenne pas trop de place. Il fallait un équilibre entre, il fallait que ça évoque une écriture manuscrite, que ce soit esthétique, et que ça ait ce côté un petit peu enlevé qu'on peut imaginer sur les lettres du XVIIIe siècle, mais il ne fallait pas non plus que ça rebute le lecteur et l'empêche de rentrer dans le récit. Alors moi je fournis à Richard du texte seulement, c'est lui qui fait le storyboard. C'est ça, parce que Alain avait l'habitude sur d'autres projets de faire lui-même le storyboard, puisque comme il dessine, mais moi c'était pas possible, je pouvais pas, j'arrivais pas à fonctionner comme ça, donc et voilà. Et en plus j'ai insisté pour qu'Alain écrive le scénario du premier tome en entier pour que je puisse avoir une vision globale du récit, et puis après sur la suite on fonctionne un peu au fur et à mesure, on se raconte les choses, on fonctionne beaucoup par oral sur la suite. Voilà, ce qui fait que, en fait, comme c'est du work in progress. C'est ça. Je lui raconte les épisodes avant de lui donner le texte, je lui raconte de vive voix. Mais ça c'est intéressant parce que ça permet aussi des échanges très vivants qui permettent aussi moi ça alimente aussi, ça me donne des idées, je vois sa réaction, il fait des remarques, on affine comme ça. Ça me permet d'affiner aussi, c'est toujours très bien ça. Oui, ce que les marquis du XVIIIe siècle avaient coutume d'appeler une punchline. Oui, on sait une ligne de punch pour nos amis français. Et en fait, on le sait quand il y a quelque chose d'un peu percutant, ou soit un dialogue qui va être percutant, soit une image où on sait que ça va être une image puissante, par exemple, attention,
alerte spoiler, divulgachage, l'apparition de l'éléphant par exemple est une image, on sait que ça va être une image qui, je savais quand j'ai juste décrit Harry de l'éléphant, je savais que ça va être une case spectaculaire et ça n'a pas manqué d'être, une fois dessiné, une case très spectaculaire. Après, on a du métier quand même, voilà. On connaît les ressorts de la dramaturgie et du récit, et on sait immédiatement à quel genre de scène, quel genre d'image il faut privilégier pour que ça fasse son plein effet. Ouais. Alors, techniquement, je suis resté à peu près avec les mêmes outils. J'ai simplement changé de format. Parce que selon le format du livre, quand je fais des romans graphiques, on est sur des formats plus petits, moins de cases par page. Là, je travaille dans un format, mes originaux sont sur du A4 à peu près. Ici, je repasse en A3 parce qu'il y a plus de détails. On va dire qu'on est dans un blockbuster et qu'il faut qu'on sente les moyens mis à l'œuvre. Il y a d'énormes budgets dans les décors, les costumes. On a la galerie des glaces de Versailles, des galions, des bateaux, des vaisseaux de ligne du XVIIIe siècle, tout ça, c'est des figurants à la pelle, exactement. Des carrosses. Donc sur l'ancrage, j'utilise les mêmes techniques. C'est un travail de lavis en gris, et après je fais la couleur moi-même en numérique. Et c'est peut-être sur la couleur que j'ai poussé un peu la complexité et le réalisme dans les couleurs, parce que ça le nécessitait dans cet album-là, alors que dans des récits un peu plus, on peut être un peu plus cash parfois sur des romans graphiques, on balance du rouge, des trucs un peu violents. Là, il fallait quelque chose d'assez doux, donc c'est plus sur la couleur que je me suis adapté à l'époque. Alors, Gustave Fleury Saint-Sauveur, c'est un aristocrate du XVIIIe siècle, de la plutôt petite ou moyenne aristocratie, mais qui est assez flamboyant et qui a beaucoup de succès dans les milieux où il gravite. Mais il a sa part d'ombre et elle est vaste, puisque c'est un libertin et qui est un séducteur. On peut penser à Casanova, à Valmont, avec peut-être une pointe de ça de quelque part, parce qu'il c'est un fort méchant homme et qui prend un malin plaisir à séduire et à perdre les femmes, les honnêtes femmes, et qui est toujours en train d'échafauder des manigances et d'ourdir des vilainies. Mais ce personnage, donc, il va traverser tout le XVIIIe siècle. Là, on assiste dans ces 3 tomes, dans cette trilogie, on assiste à ses premières aventures, ou mésaventures, parce que, fort heureusement pour la morale et la vertu, ce personnage, qui est une véritable incarnation du vice, va être rattrapé par le destin et une justice immanente qui va lui faire connaître les affres et les tourments d'un châtiment bien mérité. 3 tomes, et comme c'est basé sur la correspondance du chevalier, donc les lettres du chevalier qui ont été retrouvées dans un secrétaire à cylindre en marqueterie de palissandre et bois de satin, un de ces meubles remplis de tiroirs et de compartiments secrets tels qu'on les apprécie au XVIIIe siècle. Donc toute cette correspondance, cette foisonnante correspondance, va nous permettre, si on a encore l'envie, l'énergie, et si le public nous suit, de raconter d'autres aventures ensuite sous forme de one-shot, sous forme de un coup, et sous forme d'album complet, l'histoire complète en un album, qui vont se dérouler sur tout le XVIIIe siècle et se terminer à la fin de la Terreur, date à laquelle décède le chevalier. Et bon, là, on connaît la fin déjà. on connaît la date exacte de sa mort au chevalier, donc ça serait pas non plus une série ouverte à l'infini, mais en revanche, il y a beaucoup de thèmes intéressants à explorer. En fait, ce récit s'appelle L'ombre des Lumières, c'est évidemment parce que le chevalier incarne le côté sombre de ce siècle, mais c'est aussi un récit, une série qui va parler du siècle des Lumières, avec toutes les particularités de ce siècle. Et c'est une histoire, il y a des histoires qui pourraient être situées dans différentes époques, mais cette histoire-là, elle est particulièrement intégrée, imbriquée dans le siècle. Le siècle fait partie pas des personnages, mais en tout cas, il fait partie des ingrédients essentiels de cette histoire-là. Le chevalier de Saint-Sauveur, en fait, a croisé énormément de grandes figures du siècle des Lumières et des événements célèbres jusqu'à la Révolution française qu'il a traversé, on ne sait pas trop comment, mais voilà. Donc c'est vraiment, il est effectivement lié il représente presque ce siècle-là, mais dans son versant évidemment sombre. Voilà. Oui, c'était le déclic, c'était
l'envie de départ, c'était justement ce que disait Richard, c'était en même temps j'avais deux versants du XVIIIe siècle qui m'intéressaient beaucoup, ce versant Liaison dangereuse, tout ce côté très raffiné, très littéraire, très subtil du XVIIIe siècle, et aussi le côté plus aventureux et brutal des guerres franco-indiennes au Canada, enfin franco-anglaises pardon, par tribu amérindienne interposée au Canada et dans le nord des États-Unis, et cette littérature comme le dernier des Mohicans, ou après ou aussi les bandes dessinées de Pratt, Willy for Willing, Ticonderoga, qui m'avait beaucoup marqué et qui je pense qui a beaucoup aussi marqué Richard. Et donc voilà, c'est ces deux versants du XVIIIe siècle que j'avais vraiment envie de raconter quelque chose là-dedans et de faire entrer en collision ces deux univers contemporains mais très différents. Et comme tous les contraires qui s'assemblent, ça crée du romanesque, ça crée des récits intéressants. Super, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.